Bonjour, je me prénomme et nomme Jean-François Guégan. Je suis doublement parasitologue et écologue numéricien. Et depuis une vingtaine d'années, je m'intéresse à la problématique de santé publique et d'épidémiologie, et essentiellement d'ailleurs tropicale, puisque mon action en tant qu'ancien personnel IRD est de travailler dans les zones tropicales. Je suis aussi professeur associé à l'École des hautes études en santé publique, où il y a 11 à 12 ans, avec la transformation de cette école, où j'étais engagé à réfléchir et à développer un certain nombre de modules, dont un module où j'enseigne encore actuellement et dont je suis responsable, euh, en santé planétaire. Euh, donc, j'ai été président de la partie santé pour le plan national d'adaptation au changement climatique et été responsable, lors de mon passage au Conseil de la santé publique, d'un certain nombre de dossiers, notamment un premier concernant, bien entendu, le sujet changement climatique et santé, et puis un deuxième sujet avec le professeur Catherine Faure sur les maladies infectieuses émergentes, état de la situation et perspectives. Tout d'abord, je remercie la Société francophone santé-environnement pour cette invitation. Le thème que l'on m'a proposé de traiter aujourd'hui pose la question comment l'expertise scientifique a pris de plus en plus de place dans la crise en santé environnement et dans la prise de décision publique. Et je vous propose aujourd'hui de l'étudier à partir d'une sous-question qui concerne la science, l'expertise en temps de syndémie. Rassurez-vous, je définirai un peu plus avant ce qu'est une ou des syndémies. Donc la France adore ou déteste plutôt mettre des drapeaux, mais adore avoir une série de logos. Donc, vous en voyez un certain nombre. Tout en bas, ce sont mes institutions d'appartenance. Et puis, sur les côtés gauche et droite, ce sont les agences qui financent aujourd'hui ma recherche. Donc, je vais traiter du sujet sur lequel j'ai commencé beaucoup à réfléchir, science et expertise en temps de syndémie. Alors, je vais commencer par un certain nombre de faits marquants. Et puis, nous ferons ensemble un certain nombre de constats sur la situation actuelle dans le cadre de cette pandémie à Covid-19. Alors, j'adore ce dessin publié dans l'opinion parce qu'il traduit très bien la confusion qui s'est installée entre politique et science, dans la mesure, et vous reconnaissez d'ailleurs les deux personnages qui sont très très bien dessinés, inutile de vous les présenter, et dans la mesure où il y a eu un intime mélange entre les prises de discussion entre les politiques et les scientifiques, souvent les politiques parlant au nom de la science, alors que très très peu de personnages politiques sont des scientifiques, évidemment. Alors, première remarque à la lumière de la crise pandémique à Covid-19, il existe une difficulté prégnante que j'observe en médecine et en décision publique et politique de comprendre ce qu'est un système dynamique stable. Je vous l'ai illustré par la position d'un cône. Donc, vous voyez ce cône bleu qui est en situation stable sur la gauche par rapport à un système qui est un système dynamique instable avec ce cône inversé. Et donc, un système instable est illustré par ce cône inversé qui peut tout aussi bien, dans cette situation d'équilibre dynamique instable, verser sur la droite, verser sur la gauche, par exemple. Et en général, tous les systèmes, qu'ils soient politiques, écologiques, environnementaux, climatiques, sont des systèmes instables, alors qu'ils sont généralement traités par les politiques comme être des systèmes stables. Nous sommes dans des crises qui sont aujourd'hui, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient aussi politiques ou sociales, dans des crises qui sont plutôt d'ordre systémique, à dynamique instable. Donc, nous allons poursuivre sur ce sujet à l'instant. Et donc, je vais définir ce qu'est une syndémie. Une syndémie caractérise un entrelacement de maladies. Elles peuvent être infectieuses, mais elles peuvent être aussi chroniques. Un entrelacement de maladies, de facteurs biologiques et environnementaux qui y concourent. Mais je rajoute que cette syndémie ou ces syndémies, ce peut être aussi un entrelacement d'autres types de facteurs
que ceux que je vous présente ici, c'est-à-dire de facteurs biologiques et environnementaux qui vont y concourir, ce peut être aussi des facteurs politiques, des facteurs économiques qui vont concourir à cet entrelacement de maladies pour provoquer ce que l'on appelle une syndémie. Et de surcroît, pour une même maladie, elle va pouvoir être partagée par l'animal, par l'humain, voire par les végétaux. Et donc, je fais ici référence à l'excellent article de Richard Horton publié en 2020 dans The Lancet qui définit ce qu'est une syndémie. Et nous parlons aujourd'hui beaucoup plus de syndémie que d'épidémie ou de pandémie, dans la mesure où on observe cet entrelacement entre des crises environnementales, des crises climatiques, des crises écologiques, mais aussi des crises sanitaires, des crises financières, des crises économiques, des crises politiques et sociales qui peuvent avoir plus ou moins d'anastomose entre elles. Je vous donne ici deux références tout en bas qui vous développent ce qu'est aujourd'hui une crise syndémique ou une syndémie. Nous sommes dans des crises d'ordre systémique à dynamique instable et donc qui vont s'entremêler. C'est un point extrêmement important à retenir comme deuxième point. Or, ce que j'observe, et nous allons faire ensemble ces constats à suivre, il me semble que les médecins, les personnes politiques, les hauts fonctionnaires ou d'autres acteurs de la fonction publique ont généralement, parce qu'ils sont entraînés à ça, ils sont formés à ça, une pensée absolument qui est tout à l'inverse, statique, unidirectionnelle, technique et disjonctive des problèmes, alors qu'ils font face à des crises qui sont, elles, tout à l'inverse, dynamiques, et plutôt dynamiques instables, multifactorielles et multidirectionnelles, et qui doivent ne pas être traitées par une compréhension technique, mais beaucoup plus écologique dans l'approche. Il me semble aussi que la santé publique possède cette culture qui s'exprime dans le concept sur lequel d'ailleurs j'enseigne à l'école des hautes études en santé publique, Planetary Health ou santé planétaire, à l'inverse des concepts One Health et Global Health qui sont eux déclaratifs, qui ne reposent absolument sur aucun formalisme théorique et scientifique et qui sont souvent d'ailleurs aussi très incantatoires dans leur discours. Il me semble que la santé publique, notamment santé publique internationale, est apte à traiter ces problèmes de crise ou de syndémie, de crise dynamique, telle que nous observons aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai analysé dans un chapitre de livre qui est sous presse actuellement, qui doit paraître en octobre chez Quay. Deuxième constat, on observe une difficulté en situation de crise, vous l'aurez bien compris, qui sont dynamiques, qui sont donc évolutives et pour lesquelles on dispose de pas ou peu d'informations au moment où on doit le traiter, de converger vers un consensus général scientifique. On va alors atteindre ce qu'on en appelle des consensus fragiles et provisoires qui finalement sont le fondement de la démarche scientifique. Il n'y a pas de vérité en science, elle fait des constats qui permettent d'établir des consensus qui sont des consensus fragiles, temporaires et provisoires. Et ces consensus fragiles et provisoires vont s'opposer donc à l'obligation politique qui est souvent d'agir dans l'immédiateté, en dépit des données insuffisantes, voire même très contestées. Et donc, ce qui va tendre à conduire à une panique épistémique et sociale. Et l'illustration, par exemple, ce sont les tests PCR. Je ne comprends toujours pas comment on ne donne pas une définition de ce que est ou n'est pas un test PCR, notamment pour diagnostiquer des cas de personnes affectées à Covid-19. Là, il y a un malaise qui doit finalement être redessiné, rediscuté par les scientifiques. Ce que dit un test PCR et ce que ne dit pas un test PCR. Et la relativité aussi, bien entendu, de ces tests. Troisième constat, il existe une confusion extrême de produite entre science et technique. Évidemment, il existe des traces techniques et technologiques abondantes dans nos sociétés. Inutile de vous en donner des exemples. Le test PCR est une technique. La connaissance scientifique qui s'y raccorde, elle est beaucoup moins prévalente dans nos sociétés, ce qui est tout à fait normal. La connaissance scientifique, elle, est inspirée par un temps long, avec énormément d'erreurs, bien entendu. La science produit essentiellement des erreurs et beaucoup d'erreurs par rapport à des produits qui sont des résultats avérés.
Et le fonctionnement de la science reste ainsi très mal connu chez les personnes politiques, les hauts fonctionnaires, mais aussi les décideurs. Et il me semble que là, nous ayons un travail à faire, qui est un travail de formation. On parle beaucoup de formation vers et en direction du public, vers et en direction des jeunes générations, mais il me semble aussi que là, il y a un travail extraordinaire et très important à faire à l'adresse des personnes politiques, des hauts fonctionnaires, des décideurs, qui ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Ils sortent souvent des grandes écoles, donc ils ont une approche très technique des problèmes, mais la technique n'est pas la science et la science n'est pas la technique. La science peut engendrer la technique, bien évidemment, mais la science, c'est un processus tout à fait différent de celui de la technique. Autre constat, 4 ou 5 caractéristiques de ce qui définit l'expert. D'abord, un expert doit maîtriser au plus haut niveau dans le domaine de la compétence pour lequel il est appelé, pardon, mais il n'est pas infaillible, car la connaissance est susceptible d'évoluer, on le voit bien avec la crise de la Covid-19, et puis elle peut entraîner aussi une forme de charlatanisme, puisque certaines personnes peuvent s'accaparer finalement et intervenir dans les débats et raconter soit des éléments de connaissance à un moment T donné, mais ces éléments de connaissance à un moment T plus 1 peuvent être rendus faux à la lumière de la connaissance qui évolue. Il y a une importance de consultation pour donner un avis à un décideur, et les rôles respectifs des experts et des décideurs ne doivent pas être confondus et bien être expliqués au public. Vous vous rappelez ce dessin que je vous ai présenté en deuxième diapositive? Eh bien, les rôles doivent être très marqués. Et il faut éviter que le politique fasse de la science et que le scientifique fasse de la politique. Sinon, le public est complètement perdu et ne sait plus retrouver qui est l'expert et qui est le politique. Et il faut reconnaître une supériorité épistémique de l'expert, qui doit être bien entendu reconnu socialement et en général par son cursus de formation et l'évaluation reconnaissance par les pairs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inventer, et tout un chacun ne peut pas s'inventer expert, il doit être reconnu par les siens tout d'abord quand il se prononce, par ses travaux, par ce qu'il a produit et par l'éthique et la déontologie qu'il inspire. Et il va faire partie, bien évidemment, d'un collectif, le plus généralement, dont la composition, les règles de fonctionnement, la nomination des membres déterminent le niveau de confiance qu'on peut lui attribuer. Donc, je vous recommande de lire l'excellent article publié dans Le Monde, dans son édition globale, par Sylvestre Huette et Michel Leduc. Je vous laisse les références ici. Mais tout ceci doit être, bien entendu, vu et remis en contexte. Ici, vous avez une illustration des publications qui ont été publiées donc, sur la Covid-19. Donc, vous voyez une augmentation considérable des publications. Qui est capable de lire aujourd'hui, même l'expert le plus méritant, le plus capable de synthèse, ne peut pas suivre l'évolution de la connaissance en temps de crise, comme elle voulait exprimer sur cette diapositive, qui vous donne le nombre de publications depuis janvier 2020 jusqu'à novembre 2020 ici à être publiées. Personne n'est capable de produire cette synthèse et bien entendu de lire cet ensemble de publications extraordinaires qui ont été produites. Donc il faut rester vigilant par rapport à ça et bien remettre le contexte de la crise à Covid-19, comme toute crise d'ailleurs, dans le contexte de l'urgence et puis de l'accélération de la connaissance qui est produite à un moment donné en temps de crise. La science ne va pas, je l'ai déjà dit, produire de vérité. Elle va fonctionner par test d'hypothèses, d'essais et d'erreurs. D'ailleurs, elle va surtout accumuler des erreurs. On ne peut pas saisir la connaissance à un moment donné et l'admettre comme un fait évident qui serait accepté dans la mesure où cette connaissance qui arrive peut être démontée, peut être démolie par des contrefaits et il faut donner le temps finalement de la connaissance pour pouvoir se produire et qui est un temps souvent médian ou un temps long puisqu'elle va accumuler de la connaissance, des faits, mais aussi des contrefaits. Et le temps de la synthèse est un temps moyen ou long, et il ne faut surtout pas qu'il y ait cet accaparement de la part des décideurs publics et des politiques sur une connaissance instantanée, dans la mesure où cette connaissance reste instantanée, mais elle pourra être défaite par des contrefaits, et c'est tout à fait l'exemple, l'illustration de ce qui est arrivé dans cette crise pandémique.
Donc, le temps de la communication, mais aussi le temps de la décision publique, en temps de crise, qu'elle soit sanitaire, mais aussi environnementale ou d'autres types de crise, doit respecter le temps de la science et pas son inverse. La connaissance, elle arrive progressivement et elle doit elle-même pouvoir produire cette synthèse qui doit être faite dans le temps médian ou dans le temps long, à la lumière des faits et des contrefaits qui arrivent et qui alimentent cette connaissance nouvelle. Donc, cinquième groupe de constats, l'écrivain peut stimuler la pensée et la créativité scientifique, mais ne doit pas occulter les bases de la recherche scientifique et médicale. Il a absolument besoin de réinstaurer de la rigueur du raisonnement, de la robustesse des conclusions, de la fiabilité, mais aussi de la complétude et l'ouverture des données, bien entendu. Il est extrêmement important, notamment, de redonner du temps long à l'expertise scientifique en période de crise. Il est inimaginable de pouvoir, en temps de crise, produire des connaissances instantanées, notamment dans la mesure où la connaissance, elle s'inspire sur le temps médian et le temps long, qui est celle de la réflexion, bien entendu, scientifique. Il faut éviter la trahison des valeurs de la science et au premier rang desquelles la recherche sincère et collective de la vérité des observations qui est extrêmement importante et des règles déontologiques et morales de la communauté scientifique et universitaire et qui, à mon avis, durant cette crise pandémique, elles ont pu être un peu défaites et à qui on peut attribuer certaines dérives constatées. Je pense qu'il faut réinstaurer de la méthode, de l'éthique et de la déontologie, notamment dans l'expertise scientifique. Je prendrai quelques exemples, notamment les appels à propositions de recherche flash avec une remise de résultats sous les 18 mois. Bien entendu, il faut produire des résultats, notamment pour aller vers des diagnostics, j'y conviens, mais de demander, d'exiger des résultats sous les 18 mois, c'est bien entendu une contrainte énorme pour la recherche. Et c'est pour moi un drame de la recherche à l'heure actuelle, dans la mesure où la recherche a besoin du temps long pour notamment comparer entre les faits et les contrefaits pour se forger une théorie. Et elle laisse aussi cette médiatisation extrêmement forte de la recherche aujourd'hui, laisse la place à une forme de cupidité de certains individus à s'installer jusque dans la recherche, mais aussi dans les médias, et prête à tout pour figurer dans la lumière et prendre des responsabilités. Il faut encore là éviter ce genre de choses, et il me semble qu'au cours de cette crise pandémique, nous ayons énormément d'exemples à ce sujet et qu'il faut bien entendu éviter. Je vous laisse l'excellent article ou les références de l'excellent article de Thibaut Boncourt, publié en 2020 dans The Conversation, qui traite exactement de ce sujet. Sixième constat, pour en arriver à la fin de cette présentation très courte, crise sanitaire, mais on peut le généraliser aux crises, et crise de l'information tendent à s'entremêler, créant une sorte de niche aux opportunismes, aux esprits un peu cupides, un certain scientifique qui aime s'exposer, et notamment qui sont reçus comme être des personnes charismatiques par le corps social. Je pense qu'il faut complètement que nous revoyions cela ensemble. Le corps social, celui des citoyens, mais aussi allant jusqu'aux gouvernants, ne peut individuellement maîtriser l'ensemble du corpus scientifique, comme je vous l'ai montré sur cet exemple de l'emballement de la production scientifique sur le sujet à Covid, que même les scientifiques n'arrivent même pas à synthétiser et à maîtriser. Comment voulez-vous que le corps social, celui des citoyens et des gouvernants puissent comprendre à travers cette jungle de production scientifique entre ce qui est des faits instantanés, ce qui est des contrefaits, dans la mesure où jusqu'aux scientifiques et médecins, ils sont eux-mêmes incapables de faire le tri entre cette somme extraordinaire d'informations qui nous arrivent. Il existe une différence entre l'information scientifique et la connaissance que l'on forge à la lumière de cette information scientifique. Ces faits, ces contrefaits qui vont venir forger
au cours du temps une théorie et qui produiront à terme, mais souvent dans le terme long, une culture scientifique. Et il y a 3 étapes à surtout ne pas télescoper, bien entendu. En mon sens, il existe une absolue nécessité de réarmer l'institution scientifique et médicale, notamment sur ces aspects d'éthique et de déontologie, bien entendu, mais notamment d'une compréhension au long terme des phénomènes, et notamment des risques sanitaires et des conséquences et des impacts sanitaires au travers de ces crises. Or, nous manquons considérablement de moyens pour assurer une recherche au long terme. Vous voyez, des appels flash produits par l'ANR, c'est très bien, mais elles vont limiter le champ des possibles, elles vont limiter la recherche finalement à des recherches qui produiront des résultats sous les 18 mois et donc qui éviteront à mettre en évidence des facteurs et des déterminants qui seront à des autres échelles dans le temps long et à des échelles spatiales beaucoup plus importantes que 18 mois, bien entendu. Évitons ce genre de choses, bien entendu. Donc, nous sommes entre manque de moyens pour assurer une recherche au long terme qui est absolument nécessaire en épidémiologie et en santé publique et une incompréhension sociale et politique du fonctionnement de la recherche même, que nous devons, moi il me semble, bien faire comprendre à la fois aux politiques, aux décideurs publics et aux citoyens, bien entendu, et des temporalités de cette démarche. Donc il y a tout un ensemble à reconstruire, bien entendu, de faire comprendre que la recherche n'est pas la technique, et que la recherche scientifique et médicale, elle s'inspire et elle est organisée dans le temps long, lorsque le temps de la médiation, lorsque le temps aussi, bien entendu, de la communication, mais de la demande publique exige produire des résultats à des temps instantanés, donc très, très courts. Mais ces résultats peuvent, à la lumière d'une recherche beaucoup plus longue et d'une culture scientifique, ces résultats peuvent s'avérer être faux, bien entendu. Donc, le rôle des scientifiques aujourd'hui dans la société est entre une position finalement ambiguë, qui est aussi eux-mêmes d'être perdus par rapport à ces exigences d'apporter des résultats dans l'immédiateté, lorsque leur travail est d'apporter une compréhension dans le temps long. Et donc, la position des scientifiques est un peu percutée par cette crise sanitaire. Si je me réfère au travail produit, aux réflexions produites par Sébastien Treyer à l'IDRI, la crise sanitaire actuelle et sa gestion mettent soudainement sous le feu des projecteurs le fonctionnement de l'expertise scientifique et médicale dans une posture qui n'a jamais été ou très rarement été dévoilée au préalable. Elle est totalement en contraste avec ce qui s'était construit autour des enjeux environnementaux et climatiques, qui ont pris du temps, bien entendu, et qui ont demandé des travaux, même s'il y a eu des alertes, notamment, je pense à mes collègues travaillant sur la physique du climat et en climatologie, qui ont eu un travail sur 30 ans pour produire les résultats auxquels ils sont arrivés, bien entendu, tout en alertant les politiques et les populations. C'est cette dimension qu'il nous faut aujourd'hui obtenir et construire. Entre incitation à agir tout de suite, souvent sur des aspects unidirectionnels et sectoriels, vous l'aurez bien compris, et injonction à davantage de recherche multidisciplinaire, eh bien la recherche elle-même, elle est confondue, elle est perdue, bien entendu. La recherche, elle est toujours multisectorielle, elle se construit donc dans la multidisciplinarité, bien entendu, lorsque on a des injonctions politiques à produire des résultats qui sont souvent unidirectionnels et qui ne correspondent pas à notre démarche de scientifique. Et donc, pour continuer à explorer et comprendre des systèmes qui sont, par définition, de plus en plus complexes, avec des dynamiques qui sont instables et avec des effets d'échelle très importants, échelle temporelle et échelle spatiale, bien entendu, qu'il nous faut absolument comprendre. Donc, il me semble qu'avec cette crise à Covid-19, nous ayons été confrontés en tant que scientifiques et scientifiques en épidémiologie, en santé publique, à une sorte de télescopage entre la médiatisation de l'expertise, la médiatisation de l'expert, mais aussi des demandes exigeantes de la production de résultats, qui, ces résultats, ne l'oublions pas, sont des informations scientifiques qui peuvent être contredites par des travaux produits le lendemain, produite le mois suivant ou produite dans l'année. Et c'est ce que ne comprennent pas ni les politiques ni les citoyens, alors que cette démarche, elle est purement scientifique, puisque la recherche scientifique se construit au moins dans le temps médian, qui est celui, disons, de 4 à 5 ans
pour produire une culture et entraîner une culture scientifique et produire une ou des théories. Donc, je vous remercie à nouveau pour cette invitation et en espérant, notamment France Valais qui m'a invité à produire cette conférence, et en espérant que cette conférence vous aura bien entendu séduit. Je suis tout à fait à votre écoute, ou vous pouvez me contacter à cette adresse courriel si vous le souhaitez, pour aller un peu plus loin avec moi dans cette réflexion. Merci beaucoup.